Ce chapitre a un double objectif. Premièrement, vous faire comprendre les calculs permettant de réaliser des budgets de trésorerie, puis de les équilibrer. Le second objectif est de vous faire comprendre l'importance de la trésorerie dans une analyse proactive. En effet, dans de nombreux cours, nous avons plutôt réalisé une analyse rétroactive. Celle-ci s'intéresse davantage aux éléments issus du passé, savoir comment entre deux exercices passés, la trésorerie par exemple, a évolué, et aujourd'hui en tirer les conséquences, afin que cela ne se reproduise plus si la trésorerie a évolué de façon négative. Dans ce chapitre, c'est plutôt l'inverse. Nous allons réaliser une analyse proactive, essayer d'anticiper la trésorerie dans le futur en établissant des budgets de trésorerie et éventuellement apporter des corrections afin que la trésorerie soit régulièrement positive dans le futur et que nous ayons le moins recours possible au concours bancaire. En revanche, si les soldes du budget de trésorerie sont positifs, l'objectif sera de trouver les meilleurs placements possibles. Notez que l'objectif du bon trésorier est d'avoir une trésorerie de base 0, c'est-à-dire avoir un solde toujours proche de 0. Attention, jamais dans le négatif, toujours positif, mais le plus proche possible de 0. Cela veut dire qu'il a réalisé les meilleurs placements et que la trésorerie ne dort pas sur un compte inutilement, car dans ce cas, elle serait aussi bien dans la poche des actionnaires. Nous allons maintenant étudier les difficultés de trésorerie que peuvent rencontrer les entreprises, sachant qu'à l'examen, on vous demande d'avoir une excellente analyse des concepts, de bien comprendre les mécanismes, au détriment, je dirais, des calculs. Forcément, il faut savoir maîtriser les calculs, mais la partie analyse, la partie compréhension semble avoir pris le dessus. Vous devez donc comprendre que les entreprises peuvent rencontrer deux types de problèmes de trésorerie, des problèmes structurels et des problèmes conjoncturels. Généralement, les problèmes structurels sont liés à une insuffisance de fonds propres. Ainsi, l'entreprise n'a pas assez de fonds de roulement, elle ne peut pas assurer son développement et cela pose des problèmes de trésorerie récurrents qui font qu'on a souvent recours à des concours bancaires. Les problèmes conjoncturels sont plutôt liés à la conjoncture économique. Par exemple, il y a eu des grèves pour la réforme des retraites, le mouvement des Gilets jaunes, maintenant la pandémie de Covid-19 qui fait qu'actuellement les sociétés ne réalisent pas le chiffre d'affaires prévu et ont donc des problèmes de trésorerie. Nous allons commencer par les problèmes de trésorerie structurels et je vous demande de compléter l'exemple suivant. Si nous étudions l'année N, l'entreprise a des capitaux permanents supérieurs à ses actifs immobilisés et dégage donc un fonds de roulement de 2000. Ce fonds de roulement permet de financer aisément le besoin en fonds de roulement qui est de 1500. Elle a réussi à dégager 500 de trésorerie nette. On retrouve bien l'égalité, fonds de roulement égale besoin en fonds de roulement plus trésorerie nette. Pour l'année N+1, la situation est un peu différente. Ses capitaux permanents ont augmenté, ses actifs immobilisés aussi, et elle dégage un fonds de roulement cette fois-ci de 3000. Donc en augmentation de 1000 par rapport à N, ce qui est très positif. Toutefois, ce point positif est à contrebalancer avec l'analyse du besoin en fonds de roulement. En effet, celui-ci est passé de 1500 à 9900. Ceci est principalement dû à une augmentation de l'actif circulant. Hélas pour l'entreprise, cette augmentation violente de son besoin en fonds de roulement n'a pas réussi à être compensée par l'augmentation du fonds de roulement qui était seulement de 3000. Dans cette situation, la trésorerie nette est devenue négative et l'entreprise a dû avoir recours à des concours bancaires. La situation structurelle s'est dégradée. En effet, l'entreprise a un manque de capitaux permanents. Bref, ce problème de trésorerie est structurel, il vient des capitaux permanents qui sont insuffisants pour venir financer le besoin en fonds de roulement. L'entreprise devrait soit avoir recours à une augmentation de capital, une moins grande distribution de dividendes afin de garder des montants en réserve et augmenter ainsi les capitaux propres. Ou troisième possibilité, plutôt que d'avoir recours à des concours bancaires, elle devrait peut-être avoir recours à un emprunt sur du long terme. Les problèmes de trésorerie conjoncturelle sont parfois plus compliqués à régler. Ils peuvent toucher par exemple un gros client de l'entreprise qui se trouve en difficulté, ou alors ça peut être un problème général de la société,
comme par exemple la crise des gilets jaunes ou alors actuellement la pandémie qui fait que beaucoup d'entreprises sont fermées et elles ont besoin actuellement de trésorerie qu'elles n'ont pas. En effet, il y a toujours des charges à payer, que ce soit les salaires, les loyers, les intérêts d'emprunt ou les remboursements d'emprunt. L'entreprise a besoin de trésorerie à court terme et actuellement, les entreprises ont beaucoup de difficultés pour en trouver. L'idéal pour une entreprise serait d'être capable de gérer sa trésorerie sur plusieurs mois, d'être capable de la prévoir. Sur l'année, c'est compliqué. En revanche, sur 2-3 mois, on arrive quand même à établir des documents qui s'appellent des budgets de trésorerie qui permettent de réaliser d'excellentes prévisions. Sauf lorsqu'un événement imprévisible et systémique touche l'ensemble des activités des entreprises françaises. Comme vous pourrez le lire sur la petite flèche, vous verrez qu'au départ, on peut gérer une trésorerie sur quelques jours. C'est plutôt facile. On peut aller sur plusieurs mois, établir des budgets de trésorerie. Enfin, si on s'étale sur 3 à 5 ans, on appelle cela des plans de financement prévisionnel. N'oubliez pas qu'ici, nous sommes dans le prévisionnel. Nous essayons d'anticiper la trésorerie future afin de mieux la gérer. L'idéal pour un bon trésorier, comme je l'ai déjà dit, serait d'avoir une trésorerie assez proche de zéro. Cela veut dire qu'il n'a pas de découvert, mais aussi que toute la trésorerie excédentaire a été placée. Nous allons à présent étudier les budgets de trésorerie sur quelques mois, c'est-à-dire réaliser une analyse proactive, essayer d'anticiper la trésorerie future. Je vous demande à présent de lire la définition du budget de trésorerie. Notez bien qu'il s'agit d'un document interne et qu'il permet de réaliser des prévisions. Il permet surtout de mettre en évidence les déséquilibres éventuels, que ce soit une insuffisance de trésorerie ou un excédent de trésorerie, et de trouver des solutions pour y remédier. Les budgets de trésorerie se réalisent généralement en cascade. Il faut d'abord réaliser le budget des encaissements, puis le budget des décaissements, le budget de TVA et enfin un budget de trésorerie final. Faites bien attention, dans un budget de trésorerie, les éléments qui ne sont pas encaissables ou décaissables ne doivent pas apparaître. Par exemple, les dotations aux amortissements sont à exclure des budgets de trésorerie. Le budget de trésorerie doit être réalisé par étapes. Nous allons commencer par le budget des encaissements, c'est-à-dire les rentrées d'argent prévisibles dans les mois qui arrivent. Sauf exception indiquée dans l'énoncé, généralement les entrées d'argent sont TTC. Première chose à prendre en considération, les créances TTC inscrites au bilan de clôture. Ici, nous pouvons imaginer qu'il y avait 4 500 € de créances clients au bilan de clôture et que les clients nous règlent au mois de janvier N+1. C'est d'ailleurs ce qui est marqué dans l'énoncé. Notez bien que les budgets de trésorerie se présentent toujours sous la forme de tableaux, comme ce tableau du budget des encaissements. Concernant les ventes, si je prends par exemple le mois de janvier, nous avons 10 000 €. Dans l'énoncé, il est indiqué que les clients nous règlent à chaque fois 50% au comptant et 50% à crédit d'un mois. Cela signifie que les ventes de janvier seront réglées au comptant pour 50% en janvier, soit 5 000 €, et en février pour 5 000 €, c'est-à-dire 50% à crédit. Si vous regardez le mois de mars, il y aura bien 50% de payés en mars, donc 5 000 €, et un report de 5 000 € qui seront payés au mois d'avril, mais l'énoncé ne nous demande pas de faire le mois d'avril. Toutefois, nous devons prendre en compte cette donnée pour réaliser un futur budget de trésorerie si on nous demandait de faire le mois d'avril. Ces 5 000 € représenteraient en fait le montant qu'il y aurait de créances clients au bilan si nous l'arrêtions au 31 mars. Le budget des décaissements peut lui se décliner en plusieurs budgets. Généralement, il y en a deux, le budget des achats et le budget de TVA. Personnellement, le budget des achats correspond en fait pour moi au budget des charges. Comme il y a l'ensemble des charges, je dois également inclure la TVA à décaisser ou éventuellement le crédit de TVA, ce qui m'oblige à réaliser en premier le budget de TVA. Alors, vous aviez deux petites questions, la question 4 et la question 5. Pour la question 4, à votre avis, comment les clients règlent-ils leurs créances à l'entreprise? La bonne réponse, forcément, les clients règlent TTC. Alors, concernant les 900 € de TVA déductible de février, je regarde en fait le budget de mes décaissements et je vois que pour le mois de février, j'ai des achats de marchandises TTC de 4 800. Comme la TVA est de 20%, cela veut dire que j'ai un montant hors taxe de 4 000 et donc une TVA à déclarer pour le mois de février qui sera de 800. Pour ce même mois de février,
je vois que j'ai 600 € de frais de publicité qui vont être payés. Ces 600 € forcément sont TTC, puisque le budget des encaissements est réalisé TTC, ce qui veut dire qu'hors taxe, j'ai 500 et une TVA de 100. Si j'additionne mes deux TVA déclarés pour le mois de février, je retrouve bien 800 et 100, ce qui donne bien 900 €. Attention, concernant les achats de marchandises du mois de février, même si le paiement a lieu en mars, la TVA doit être déclarée au mois de février. Pareil pour les frais de publicité, ici je n'ai pas d'indication, ils sont payés en février. Je suppose donc que le fait générateur est donc aussi le mois de février. On vous demande également de retrouver la TVA sur les cessions d'immobilisation. Nous voyons que dans le budget des encaissements, alors attention on change de budget, le budget que nous avons déjà étudié tout à l'heure, il y avait 1000 € TTC de cession d'IMO. Si je retire la TVA, je vais donc trouver 833 € hors taxe, ce qui fait une TVA de 167 €. Alors attention, logiquement, dans votre budget des décaissements, vous devriez retrouver la TVA à décaisser du mois de décembre. Or ici, dans l'énoncé, il est indiqué qu'il n'y a ni TVA à décaisser, ni crédit de TVA. Donc c'est pour ce motif qu'en janvier, je n'ai rien mis comme TVA à décaisser. Car vous l'avez compris, lorsque l'on réalise le budget des décaissements pour calculer la TVA que l'on doit décaisser au mois de janvier correspond en fait aux opérations de janvier. Elle sera en fait payée le mois suivant. Donc dans le tableau, la TVA à décaisser de janvier, je vais venir la positionner au mois de février dans le tableau des décaissements. S'il y avait un crédit de TVA, je ne l'indiquerai pas dans le tableau des décaissements. En revanche, dans mon tableau de calcul de TVA, je devrais la reporter au mois de février pour éventuellement la déduire de ma TVA à décaisser. Voilà, ensuite pour compléter le budget des décaissements, j'ai suivi un peu l'énoncé où c'était marqué la société verse les salaires le 28 de chaque mois. Donc par exemple, le salaire de janvier a été versé en janvier. Ensuite, il est indiqué que des dividendes sont versés en mars, donc je vais placer mes dividendes en mars, que les dépenses de publicité sont engagées et payées en février, que les dettes au bilan seront payées en janvier. Donc c'est comme ça que je vais répartir petit à petit les opérations dans mon budget des décaissements. Il me reste à réaliser la synthèse entre le budget des encaissements et celui des décaissements. C'est ce que nous appellerons le budget de trésorerie. Pour cette société, la trésorerie initiale, donc celle du mois de décembre N, n'était que de 1 €. À ces 1 €, je rajoute les encaissements prévus en janvier, je retire les décaissements du mois de janvier, ce qui me donne une trésorerie finale de 3 361 €, que je reporte en février et ainsi de suite. Vous voyez ici la société se porte très bien puisque la trésorerie ne fait que grandir. On pourrait en revanche proposer à cette société d'envisager un placement. Je vous laisse à présent réaliser l'application numéro 1, qui est un cas typique d'examen. Pour ce budget des encaissements, je dois prendre en compte le crédit client, qui est encaissé en mars de 240 000 €. Donc forcément, c'est un montant TTC, qui correspond en fait aux ventes de février. Ensuite, je dois prendre en compte le prêt et marquer que chaque mois, un prêt à une filiale nous est remboursé, donc 15 000 € mensuels. Vous disposez à la page 6 de l'énoncé d'un tableau indiquant la répartition des prévisions de vente pour les mois de mars à mai. Ce tableau nous indique en fait qu'il y a deux catégories de clients. Des clients qui, quoi qu'il arrive, paieront comptant. Donc par exemple, les 120 000 € de mars, je vais venir les placer dans mon tableau dans les ventes au comptant de mars. Pareil pour avril, pareil pour mai. Et d'autres clients qui paieront leurs créances, une partie à crédit, 80%, et 20% au comptant. Vous voyez, c'est la répartition 20-80. Ce qui veut dire que dans les 360 000 € que ces clients-là me doivent pour le mois de mars, 20%, c'est-à-dire 72 000 € seront payés au comptant en mars et 80%, c'est-à-dire 288 000 €, seront payés avec un délai de 1 mois. Cette répartition est d'ailleurs bien précisée dans l'énoncé, dans les renseignements complémentaires, où il est indiqué qu'une partie des ventes est réalisée à crédit, encaissement de 20% au comptant et règlement du solde 30 jours fin de mois. Ce qui signifie
qu'à la fin du mois concerné, donc par exemple ici les ventes du mois de mars, je rajouterai encore 30 jours, ce qui ferait le 30 avril par exemple. Concernant le budget de TVA, je vais commencer par ma TVA collectée. Je reprends mon tableau de prévision des ventes. J'additionne pour le mois de mars mes ventes, 120 000 au comptant et les 360 000, une partie au comptant, une partie à crédit, que je vais venir positionner dans mes ventes TTC du mois. Je calcule le montant hors taxe, ici 400 000, et ensuite le montant de la TVA collectée, 481 000 moins 400 000, nous trouvons 80 000 euros. Pareil pour avril, pareil pour le mois de mai. Je vais à présent m'intéresser à la TVA déductible sur ABS. Je dispose également d'un tableau de prévision des achats où je vais trouver pour le mois de mars par exemple les achats au comptant pour 72 000 euros et les achats TTC à crédit pour 240 000 euros. Ce sont bien des montants de TTC que je vais additionner et les porter dans mon budget de TVA pour le mois de mars, soit 312 000 euros. Je fais pareil pour le mois d'avril, pareil pour le mois de mai. Je retire la TVA sur ces montants, donc je divise par 1,2 pour trouver les 260 par exemple pour le mois de mars, et la différence nous donne la TVA déductible sur ABS. Je m'occupe enfin de la TVA concernant l'achat du camion au mois de mai pour 234 000 euros TTC. Je calcule le montant hors taxe, puis ensuite la TVA sur immobilisation. Dans l'énoncé, il est indiqué qu'au mois de février, il y avait un montant de 12 000 euros de TVA à décaisser. Par conséquent, il n'y aura pas de crédit de TVA à éventuellement prendre en compte pour le calcul de ma TVA à décaisser du mois de mars. Je calcule donc ma TVA à décaisser du mois de mars, donc TVA collectée moins mes deux TVA déductibles sur ABS et sur IMO, nous trouvons 28 000, qui seront forcément payés en avril. Au mois d'avril, je fais exactement la même chose. En revanche, je trouve un crédit de TVA de 26 000. Même démarche pour le mois de mai. Je trouve également un crédit de TVA de 11 000 euros. Mais comme je dois rajouter le crédit de TVA du mois d'avril de 26 000, cela fait en réalité un crédit de TVA de 37 000 euros. Concernant le budget des décaissements, concernant donc les achats et les autres décaissements, tout d'abord, j'ai mis des dettes que j'ai trouvées au bilan pour 132 000 euros. Il s'agit de dettes en fait qui concernent le mois de février et c'est bien indiqué qu'elles seront payées en mars. Ensuite, je prends le tableau de répartition des achats TTC au comptant. Donc les achats au comptant de mars seront payés en mars, ceux d'avril au mois de mai, ainsi de suite, au mois de mai. Ensuite, je prends les achats à crédit, sachant que les achats sont toujours payés à 30 jours fin de mois, ce qui veut dire que mes achats de mars, je vais jusqu'à la fin du mois de mars, je rajoute 30 jours, seront donc payés en avril. Donc les 240 000 du mois de mars, je les place en avril. J'ai l'achat de mon véhicule en mai, que je place pour le montant TTC, et je reporte les différentes TVA. N'oubliez pas qu'au mois de février, dans l'énoncé, il était indiqué que nous avons 12 000 euros de TVA à décaisser, donc ils seront décaissés en mars. Nous avons trouvé dans notre tableau tout à l'heure de budget de trésorerie relatif à la TVA 28 000 euros de TVA à décaisser pour mars. Je les reporte ici en avril. Et il me reste aussi un remboursement d'emprunt à effectuer, c'était marqué dans l'énoncé, pour le mois de mars de 150 000 euros. Dans mon énoncé, il est bien indiqué, page 6, que le solde du compte banque fin février s'élève à 21 500, ce qui veut dire que le solde initial de trésorerie pour le mois de mars s'élève à 21 500. Ensuite, je me contente simplement de reporter les différents encaissements, les différents décaissements pour chaque mois. Pour le mois de mars, par exemple, j'ajoute le solde initial, plus les encaissements, moins les décaissements, et je trouve un solde final de 102 500. Ce solde final correspondra en fait au solde initial du mois d'avril, et ainsi de suite. J'analyse enfin les résultats obtenus et je constate que pour les mois de mars et d'avril, j'ai un solde final de trésorerie positif, donc pas de souci. En revanche, pour le mois de mai, je suis dans le rouge, je suis à découvert pour 105 500 euros. Comme maintenant je suis prévenu de ce problème de trésorerie pour le mois de mai, il faudrait que dès à présent, j'anticipe. Donc vous voyez dans le corrigé, j'ai marqué qu'on pourrait prévoir un financement adapté à cette acquisition comme un emprunt ou éventuellement prendre cet IMO en crédit bail.
Application numéro 2, la société Claverola, page 7. Pour commencer, nous disposons du bilan au 31 décembre. Nous allons pouvoir reprendre à partir de ce bilan, par exemple, les créances clients de 325 €. Il s'agit d'effets à recevoir et qui seront encaissés en janvier N+1. Donc, dans le budget de trésorerie des encaissements, il faudra placer ces effets au mois de janvier. Nous retrouvons ensuite au passif 400 d'emprunts qui seront remboursés donc par annuité constante de 80 à partir du mois de juin. Petit 3, on a des dettes fournisseurs de 185 qui seront réglées moitié en janvier N+1 et moitié en février N+1. Nous retrouvons l'impôt sur les bénéfices qu'il faudra payer en avril N+1, donc dans le budget des décaissements. On retrouvera aussi des charges diverses. Là, on a des charges pour 35 qu'il faudra placer également en janvier N+1. Ce sont d'ailleurs plutôt des dettes diverses que des charges diverses. Nous sommes dans un bilan et non dans un compte de résultat. Je vous laisse réaliser cette application. Concernant le budget des encaissements, vous retrouvez bien les effets de commerce qui arrivaient à échéance et qui nous ont été payés de 325 placés au mois de janvier. Pour les ventes au comptant, en fait, si on regarde bien l'énoncé, il est indiqué que les ventes sont de 400 KE de janvier à mars. Donc c'est 400 KE hors taxe. Je mets de la TVA à 20%, cela donne 480 KE. Et dans l'énoncé, c'est indiqué qu'en fait, c'est réglé 50% au comptant et 50% par effet à 30 jours. Donc 50% au comptant, cela veut dire que 480 KE TTC divisé par 2, cela donne en fait 240 KE. Et ceci pour les mois de janvier, février et de mars. Pour le mois d'avril, c'est la même démarche, sauf que nous passons à un montant de 1440 sur lequel il faudra forcément rajouter de la TVA et diviser par 2 pour trouver 864. Pour les ventes à crédit, il s'agit en fait du complément de mes ventes au comptant. Si je prends le mois de janvier, j'avais 240 KE versés en janvier, le reste à 30 jours. Donc le complément pour avoir 480, c'est bien 240 que je décale d'un mois et que je place en février. Enfin, dans l'énoncé, il est indiqué qu'un emprunt de 300 KE sera réalisé au mois de février, donc je le place au mois de février. Comme vous l'avez compris, la procédure veut que nous établissions maintenant le budget relatif à la TVA. Je commence par ma TVA collectée, sachant qu'ici, il n'y aura pas de cession d'IMO. Nous venons d'étudier les ventes. Elles sont de 400 de janvier à mars, puis de 1440 d'avril à juin. Donc je peux déjà placer ce montant hors taxe sur ma ligne vente hors taxe du mois. Je calcule ce montant TTC. Donc comme tout à l'heure, 400 fois 1,2, on va trouver 480. Et 1440 fois 1,2, nous trouverons 1728. La différence entre les deux nous donnera la TVA collectée de janvier à juin. Concernant les achats de matières premières du mois hors taxe, vous avez une ligne dans l'énoncé qui indique qu'elles s'établissent à 360 KE hors taxe de janvier à mars, puis de 500 KE hors taxe d'avril à juin. Donc je recopie dans mon budget. Ces montants sont hors taxe, je les mets TTC, donc fois 1,2, et la différence nous donnera la TVA déductible sur achat de matières premières. Ici 72, 72, 72, 100, 100 et 100. Nous avons ensuite d'autres frais qui sont soumis à TVA. Nous avons des frais variables de fabrication de 180 KE de janvier à mars, puis 250 d'avril à juin. Donc même chose, je les recopie dans mon tableau, les 180 et les 250, de janvier à juin. Je calcule le montant TTC, ici 216 ou 300, et par différence, j'obtiens ma TVA déductible sur frais variables de fabrication. Ici 36, 36, 36, 50, 50, 50. On m'indique également dans l'énoncé que l'entreprise envisage d'acquérir une immobilisation de 30 KE au mois d'avril, TVA toujours à 20%. Donc au mois d'avril, j'aurai une TVA de 6, c'est-à-dire 30 KE multiplié par 20%. Il me reste à calculer ma TVA à décaisser. Vous voyez que pour le mois de janvier, on a un crédit de TVA. Donc ce crédit de TVA va se reporter sur le mois de février. Si je détaille le mois de février, pour trouver les moins 56, j'ai fait 80 de TVA collectée, moins 72 de TVA déductible sur achat de matières premières, moins 36 de TVA déductible sur frais variables de fabrication, et moins 28 de TVA, de crédit de TVA en fait, du mois de janvier que j'ai reporté.
je vais pratiquer avec la même démarche pour tous les mois, sachant que nous allons avoir un crédit de TVA qui va se reporter jusqu'au mois d'avril. Donc pour le mois d'avril, par exemple, pour trouver les 48, j'ai réalisé le calcul suivant, 288 de TVA collectée, moins 100 de TVA déductible sur achat de matières premières, moins 50 de TVA déductible sur frais variables de fabrication et moins 84 de crédit de TVA du mois de mars que je dois reporter. En revanche, pour le mois de mai, il n'y aura plus de crédit de TVA à reporter puisqu'au mois d'avril, nous avons obtenu une TVA à décaisser. Je vais maintenant m'attaquer à mon budget général des décaissements. C'est assez simple, je vous laisse regarder la vidéo qui explique où j'ai trouvé les montants. Ensuite, concernant les achats de matières premières du mois de janvier, dans l'énoncé, nous retrouvons bien 360 KE par mois de janvier à mars. Toutefois, ce montant est hors taxe, donc je mets de la TVA dessus, donc fois 1,2. Et le paiement se réalise 50% à 30 jours, 50% à 60 jours. Ce qui signifie que mes achats du mois de janvier seront payés moitié au mois de février et moitié au mois de mars. J'appliquerai la même démarche concernant février, mars, avril, mai et juin. Concernant les frais variables de fabrication, ils sont de 180 KE hors taxe. Je rajoute de la TVA, cela fait 216. Et c'est payé comptant, donc je les place directement en janvier, février et mars pour chaque mois. En revanche, à partir du mois d'avril, nous passons à 250 KE. Donc TTC, cela fait 300 que je place en avril, mai et juin. Concernant les frais fixes de fabrication, attention, il y a un piège, il y a 50% d'amortissement. Nous réalisons un budget de trésorerie, les amortissements n'ont pas d'impact sur la trésorerie, donc cette partie-là, je ne dois pas m'en occuper. En revanche, il reste 50% de ces frais de fabrication qui ne sont pas des amortissements et qu'il va falloir placer. Il y a un piège dans l'énoncé, ou alors il faut vraiment faire attention à la lecture, car c'est marqué 516 KE pour le semestre. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je divise 516 déjà par 2 pour retirer les amortissements, ce qui va nous donner en fait 258. Et 258 divisé ensuite par 6 pour trouver 43 KE par mois. Alors, concernant les salaires d'après l'énoncé représentent une commission décaissée le mois suivant et qui représente 5% du montant des ventes hors taxe. Si je prends le mois de janvier, nous avons des ventes de 400. Donc 400 x 5, cela nous fait 20, mais qui seront versées au début du mois suivant. Donc je les mettrai en février et ainsi de suite. Attention, il y aura une évolution puisque le chiffre d'affaires à partir du mois d'avril va augmenter. Enfin, je dois placer les acomptes d'IS, le premier au mois de mars et le second au mois de juin, c'est indiqué dans l'énoncé. Il me reste une dernière chose à faire qui est la plus importante, établir mon budget de trésorerie mensuel. Je pars d'un solde initial de 9, ce solde correspond aux disponibilités que j'ai trouvées dans le bilan de clôture, le bilan au 31 décembre N-1. Ensuite, je rajoute mes encaissements. Je vais ensuite retirer mes décaissements pour enfin obtenir mon solde final. Donc pour le mois de janvier, je ferai 9 plus 565 moins 476,50, ce qui me donnerait un solde final de 97,50. Le solde final peut ensuite être reporté comme solde initial du mois suivant. Donc les 97,50, je les place en solde initial
pour le mois de février. Si j'analyse mes résultats, je me rends bien compte que ma trésorerie a globalement augmenté. Toutefois, j'ai eu 2 périodes de découvert, au mois de mars et au mois d'avril. Il faudra que je cherche la raison de ce découvert pour essayer de me couvrir d'ici là pour éviter ce type de découvert. Enfin, concernant les mois de mai et les mois de juin, je peux également essayer de trouver des placements financiers. Donc, application numéro 3, c'est un sujet de DCG concernant les budgets. Et notez bien que depuis 2015, les budgets ne sont pas tombés au DCG. Donc, attention pour cette année, surtout que c'est considéré comme assez facile. Dans les documents mis à votre disposition, notez bien que vous avez des documents relatifs aux prévisions d'activité. Donc, le premier tableau avec le chiffre d'affaires, dont le chiffre d'affaires à l'export, achat hors taxe, et un deuxième document qui concerne le tableau des décaissements, en fait le budget des décaissements. C'est pour ça, par exemple, si vous dites, ben voilà, j'ai en achat hors taxe, j'ai 1450, comment se fait-il que dans les achats TTC du mois de janvier, je n'ai que 522? En fait, ça s'explique par les modes de paiement. Peut-être qu'on ne paye que 30% en janvier de ces achats, c'est pour ça qu'on n'a que 522. D'accord? Donc le tableau des décaissements concerne surtout le paiement. Alors que moi, comme je fais de la TVA, ce qui m'intéresse, c'est le moment où la facture a été établie. Première question, la question 4, il vous demandait la définition d'un budget de trésorerie. Voici le corrigé. La question suivante concernait la réalisation du budget de TVA. Voici une série de diapos explicatives. On me demande enfin de réaliser le budget des encaissements. Alors je vois par exemple que mes ventes sont payées toujours à 30 jours fin de mois. Par exemple, pour le mois de janvier, j'avais 4300 de ventes totales. Je retire 300 € parce que c'est de l'exportation, il n'y aura pas de TVA dessus. Je trouve 4000 que je multiplie par 1,2 pour tenir compte de la TVA, ce qui veut dire que pour mes clients français, ils me devront en fait 4800 €. Je rajoute les 300 de vente hors taxe à l'export, cela me donne 5100. Donc ces 5100 de vente de janvier seront payés avec un décalage d'un mois, donc au mois de février. Je m'occupe à présent des encaissements. Je n'ai qu'à recopier le budget des encaissements que je viens de réaliser. Ensuite, les décaissements. Alors attention aux décaissements, le tableau des décaissements avait déjà été réalisé. Toutefois, dans ce tableau, la TVA à décaisser n'avait pas été prise en compte. Donc par exemple, pour le mois de janvier, en décaissement, j'ai 4146 hors budget de TVA.
dans l'énoncé, il est indiqué que la TVA de décembre mais payée en janvier est de 103. J'additionne les deux pour trouver un montant de 4 249. Ensuite, pour le mois de février, c'est la même chose. Le budget des décaissements nous annonce 6 158 hors TVA. Moi, j'ai trouvé au mois de janvier dans mon tableau de mon budget de TVA 507 que je vais rajouter. Donc 6158 plus 507 de TVA du mois de janvier mais payable au mois de février. Cela nous donne 6665. Cette seconde partie du sujet concerne en fait le chapitre 20. Nous allons tout de même répondre à ces questions. Il est demandé de trouver une solution pour un problème qu'aura la société en avril. Donc nous avons fait les budgets jusqu'au mois de mars, et là pour les prévisions d'avril, il est prévu qu'entre le 1er avril et le 20 avril inclus, la société rencontre un déficit de 780 KE. Première possibilité pour couvrir ce découvert, avoir recours à un découvert bancaire. Dans ce cas, la banque prend forcément un intérêt de 8,5% sur ce montant du découvert au prorata du nombre de jours. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une commission du plus fort découvert, le CPFD. Donc là, il n'y a qu'un découvert, donc c'est le montant maximum du découvert. Ici, il était de 780, donc 780 fois 0,05. Par contre, il n'y a pas d'application de délai. On trouve 0,39. J'additionne les deux montants facturés par la banque, ce qui fait un coût total du découvert de 4,07. Attention, ce sont des KE. Seconde possibilité, l'entreprise peut négocier avec sa banque la remise d'effets à l'escompte. Donc nous avons un premier lot d'effets, 6 effets en fait, qui ont une échéance au 22 avril. Moi je suis le 1er avril, mais j'ai pas le choix, il va falloir que j'escompte 22 jours. Alors attention, ce n'est pas exactement 22 jours, en fait on ne prend pas le 1er avril, ce qui fait seulement 21 jours. Mais je dois rajouter un jour de banque, ce qui fait 22. J'ai un escompte au taux de 7,5%, plus une commission d'endo de 0,6%. Donc je peux les additionner, hein. Donc en fait, j'ai un lot d'escompte de 400 KE, fois 22 jours divisé par 360, fois mes deux taux, ça me donne du 1,98. Ensuite, j'ai un deuxième lot d'effets. Là, il y a 11 effets à 380 KE. Ici, on a 30 jours. Donc c'est toujours entre le 1er avril, la date où on va être à découvert, jusqu'au 30 avril, il y a 29 jours, puisqu'on ne compte pas le premier. Je rajoute un jour de banque, cela fait tout de même 30. Donc divisé par 360 et multiplié par les taux, cela nous donne 2,56. Ensuite, j'ai une commission fixe par effet de 5 euros. Attention, c'est 5 euros et nous on travaille en KE. Donc je vais devoir transcrire en fait en kilo-euros, ce qui donne en fait du 0,005 KE. Donc multiplié par 17 effets, ça nous fait 0,085. Au total, cela nous coûterait 4,63. Comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus intéressant d'avoir recours à un découvert bancaire. Pour la dernière question, il est simplement demandé de calculer le vrai coût de ce découvert bancaire. Ce n'est pas simplement une addition des deux taux qu'on avait tout à l'heure, hein, des 8,5 et des 0,05 je crois. Ici, on vous demande vraiment combien ça va nous coûter si on prenait en compte une année normale de 365 jours. Donc dans ce cas, il y a une formule à appliquer que nous verrons dans le chapitre 20. Ici, nous trouvons que cela nous coûte en fait du 9,52%, ce qui est très élevé. Donc le budget de trésorerie doit nous amener à constituer un plan de trésorerie qui est équilibré. J'espère que vous avez compris que le but du trésorier de l'entreprise, c'est de rapprocher au maximum la trésorerie d'un montant de zéro. Moins la trésorerie, mieux c'est, à condition qu'elle soit placée.
Alors, le but est aussi de réaliser ce qu'on appelle un plan de trésorerie, c'est-à-dire de reprendre le budget de trésorerie que nous avons réalisé et d'essayer de l'ajuster. Donc, par exemple, si nous sommes dans le rouge, si nous n'avons pas assez de trésorerie, de trouver des financements, que ce soit des escomptes, des découvertes. Donc, c'est pour ça que je rajoute plus l'argent que nous allons obtenir grâce au financement, donc plus des financements. Toutefois, ces financements vont engendrer des frais, donc moins les frais de financement. Inversement, si j'ai trop de trésorerie, je peux réaliser des placements. Donc, c'est de l'argent que je vais retirer de mon budget initial de trésorerie. Mais ces placements vont certainement me rapporter des produits, des intérêts. Donc, ils viendront en plus dans mon budget de trésorerie. Et je vais ainsi trouver un nouveau solde cumulé après les décisions du trésorier. C'est en fait un ajustement, ce qu'on appelle un équilibrage de trésorerie. Gérer la trésorerie est devenu un métier. C'est pour ça qu'on a créé le métier de crédit manager ou de trésorier qui est en charge de la gestion de la trésorerie. Je vous laisserai lire toutes les informations concernant le trésorier qui se situe à la page 11. De même aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle des ERP, des Enterprise Resource Planning, c'est-à-dire des logiciels de gestion intégrés qui permettent de justement aider le trésorier à gérer la trésorerie. L'application numéro 4 sera réalisée dans une prochaine vidéo.